Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Luc Plouvier qui vient nous présenter un album consacré à Einstein on the Beach de Philip Glass. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors je résume votre parcours. Vous poursuivez des études de piano et de musique de chambre au Conservatoire de Mons. Très vite, vous vous consacrez presque exclusivement à la musique des 20e et 21e siècles, au piano comme au synthétiseur, avec quelques incursions dans la poésie sonore. Depuis 25 ans, vous travaillez avec l'ensemble Ictus. Parallèlement, vous faites partie de l'équipe de la Cinémathèque de Belgique à Bruxelles où vous accompagnez la collection de films muets depuis l'âge de 18 ans. Vous composez également des musiques de scène pour les chorégraphes et metteurs en scène comme Anna-Theresa de Keersmaker. Vous enseignez également à l'École supérieure de cinéma INSAS à Bruxelles. Je vous propose de débuter notre entretien en écoutant Ni One, extrait d'Einstein on the Beach de Philip Glass. Suzanne Vega, le Collegium Vocal et l'ensemble Ictus en sont les interprètes. Would it get some wind for the sailboat? 2, 3, 4. And it could get, 1, for it is. 3, 4. Could get the railroad for these workers. 2, And it could be where it is. 5, Could 6, Frankie 7, be Frankie? Could be very fresh 3, and clean. 1, Could be a balloon. 3, 4. All these are the days, my friends, and these are the days, my friends. 5, 6. It could get some wind for the sailboat, and it could get, for it is. 1, Could get the railroad for these workers. 5, Could get, it is, work. Would it get some wind? Could be for the sailboat. 7, Could 8. be frank, and it could get, be very fresh, clean. 1, 2, Get the rail. All these are the days, my friends, and these are the could be, my friends. 3, 4. Could be those with Frankie. 7, Could be. Will it get some wind for the sail fresh and clean? And it could get for the balloon. Is it's all these are the days, my friend. Get the railroad, and these are the days, my friend. Workers. Could get some wind for the sail, for it is. All these are the days, my friend, and these are the days, my friend. Get the railroad for these days of 888 cents and 100 coins of change. Could be a balloon. These are the days, my friends, and these are very fresh, clean, my friends. All the Toyota on these are the days, my friends. So if you say, will it get some wind for the sailboat? And it could. Some wind for the sailboat. Could be Frankie. Could be very fresh, clean. Get the railroad, those workers. Could get cash the Bank of World Traveler all these months ago. Do you remember? Bus driver. Well, put the red ball, blue ball, two black and whites of chain Hans pushed on the brink. These are the days, my friends, and these are balls went down to that. Hans said, get those 4 balls away from the ocean. These are the all these are the days, my friends, and these are the days, my friends. And it could get the railroad be Frankie for these workers. Very fresh, clean, wood. Will it get some wind for the sailboat? And it could get, for it is, railroad for this work, get some wind for the sailboat. Could get, for it is, Frank, get the railroad for these workers. Could be a balloon, could be, all these are the days, my friends, and these are the days, could Frankie, be Frankie, be very fresh, and clean. Could get, for it is, could be a balloon, could get the railroad for these are the days, my friends, and these are the days, my friends. Could be a balloon, could get some wind for the sailboat, and it could get, for it is, could get the railroad for these work friends, and these are the days, could get, for it is, could be those ways, could be a balloon, will it could be Frankie for the sailboat, very fresh, could get, clean, is it, all these are the days, my friends, all these are the days, my friends, it could be those ways, for it is, will it get some wind for the sailboat, and it could, these are the days, my friends, is it. But these days alone make sense. Workers, 100 coins of change. For it is. These are the days. All these are the days. And these are my and these are the days, my friends. Toyota days of these are the 88 cents. 100 coins say, will it get some wind for the sailboat? These are the days, my friends. And these are my friends. My friends. Very fresh, clean. Toyota, these are the days. Would it get some wind for the sailboat? It gets some wind. And it could get, and it could. Get the railroad for these workers very fresh.
could be clean where it is. And Frankie would be Frankie. Could be very fresh. Would it be some wind? Could be a balloon. And it could be all these are the days, my friends. And these railroads and these workers. It could get spaghetti himself. Or it could be for it. Could Frank get the railroad for these workers? Could get very fresh. Clean. Could be a balloon. Frankie could be very fresh, clean. 6, All these are the days, my friends, and these are the days, my friends. 7, 8. Niwan, extrait d'Einstein on the Beach de Philippe Glass, Suzanne Vega, le Collégium Vocal et l'ensemble Ictus en étaient les interprètes. Alors dites-nous, Jean-Luc, venez-vous d'une famille de musiciens? Oui, je viens d'une famille de musiciens. Ma mère était prof de piano et m'a mis au piano de force à l'âge de 8 ans. D'abord, elle avait mis ma sœur au piano, et donc je voulais pas en faire, c'est un truc de fille. Et j'étais rébarbatif, vous voyez. Et puis, vers l'âge de 10 ans, il s'est passé quelque chose pour moi qui a marqué mon développement futur, si vous voulez. C'est que j'avais une petite étude de Kabalevski ou quelque chose comme ça à jouer, et j'ai eu l'idée de lire les accords à l'envers, commençant par le dernier. C'est un choral ou quelque chose comme ça. Commencer par le dernier accord, puis aller vers le premier, et quelque chose s'est passé en démontant le jouet. C'est comme si j'avais vu les rouages et quelque chose s'est mis à fonctionner pour moi, qui est de l'ordre de l'arrangement, du réarrangement, de l'improvisation, de l'appropriation en tout cas du matériel musical. Et à partir de là, j'étais musicien. Et alors, quels étaient les héros musicaux de votre jeunesse? Je crois que j'aimais bien, alors j'ai des grands souvenirs d'avoir écouté La Nuit sur le Mont Chauve de Moussorgsky dans la transe, parce que c'est un théâtre musical, si vous voulez, c'est une représentation musicale. Et puis j'ai un grand souvenir aussi d'un moment de transmission avec ma mère, où on écoute une œuvre mineure de Haydn. C'est un concerto pour corps de Haydn. Alors, concerto pour corps de Haydn, bon, c'est pas glamour, n'est-ce pas? Il y a cette sonorité médium, du coup, et je dis à ma mère que je m'ennuie, et elle me dit, mais c'est parce que tu écoutes que la mélodie. Et elle me donne l'idée d'aller fouiller, si vous voulez, que l'oreille peut aller fouiller dans la profondeur polyphonique, aller écouter les basses, ou encore mieux, les voix moyennes, les fameuses voix moyennes qui font le délice des amateurs de polyphonie. Et là, tout d'un coup, je capte, il y a les contrebasses, il y a les altos, il y a les contrechants de clarinette, probablement, j'imagine, chez Haydn. Et voilà, là, c'est ma deuxième révélation. Il y avait des compositeurs qui étaient particulièrement importantes à cette époque pour vous, en dehors de Haydn, ou des interprètes? Comme tout le monde, il y a eu Bach, quoi. Parce que ça, je devais les jouer au piano, les inventions à deux voix, et donc je découvre le plaisir à peu près illimité, infini, de la question de l'imitation, du contrepoint en imitation, du canon, puis de la fugue, et de toute cette machinerie musicale. Je pense qu'on est musicien à ce prix-là, quoi. Et qu'à un moment on se désintéresse de la question pure de l'expressivité ou de l'émotion et qu'on rentre vraiment dans la musique en tant que machinerie. J'oserais presque dire que machine transpersonnelle, et quelque chose qui dépasse la question de l'expression de soi et qui touche à une sorte de logique intrinsèquement musicale. Alors comment est née l'aventure Ictus? Alors Ictus, c'est un groupe qui trouve ses origines dans un groupe qu'on appelait à l'époque, qui participait à ce qu'on appelait à l'époque le mouvement postmoderne, c'était appelé maximaliste. Donc c'était un groupe inspiré de la musique minimaliste américaine et aussi de sa version européenne, de ce qu'avait fait par exemple Louis Andriessen en Hollande, qui avait fait une sorte de relecture non californienne, si vous voulez, non méditative, plus brutale, plus inspirée de Stravinsky, des processus répétitifs et minimalistes de Steve Reich, Terry Riley et Philip Glass. L'ensemble s'appelait Maximaliste et était intellectuellement dirigé par le cinéaste Thierry Demey, cinéaste et compositeur. Et voilà, et on a fait des productions très excitantes avec Rosast, Anne-Theresa de Kersmacher et la compagnie de Wim van de Kebus. Et puis quand cette série de tournées ont été avec d'autres musiciens, avec des musiciens supplémentaires, ça donnait une sorte de maximaliste plus. C'était le premier linéament d'un petit orchestre comme ça. Et quand c'était terminé, on ne pouvait pas se résoudre à se quitter. On a appelé le chef d'orchestre Georges-Élie Octors, et puis tout s'est né assez rapidement dans ce sillage-là, quoi. Et comment est-ce que vous le définiriez aujourd'hui?
Quelle est son activité à l'heure actuelle? Comment est-ce qu'il a évolué? Oui, ça a beaucoup évolué, à vrai dire. Au départ, on était vraiment... on a commencé dans la culture de ce qu'on appelait les ensembles, dans le sillage de ce que Pierre Boulez lui-même avait mis en place avec l'ensemble intercontemporain. Très français. On disait à l'époque, ça se disait comme ça, un ensemble d'excellence, on disait par exemple. Ils disent toujours ça, hein, à l'intercontemporain. Enfin, ils sont en train de changer, mais il y a comme ça cette tonalité de ce pays, des grandes écoles et de l'excellence. Bon. Un ensemble d'excellence, donc où les musiciens sont recrutés sur concours pour leur capacité technique, on répète beaucoup et on joue les œuvres de la musique contemporaine le mieux possible pour en montrer la pertinence et pour montrer leur inscription dans l'héritage, etc. Bon. Et puis finalement, nous, on a évolué. Notre première évolution, c'est quand on a engagé Alexandre Fostier comme musicien à plein temps. Alexandre Fostier est ingénieur du son. Là, c'était la première décision qu'on prenait, que l'ingé son fait partie du truc. Donc on commençait à redéfinir notre identité, plutôt en compagnonnage avec ce que peut être un groupe de jazz ou un groupe pop, etc. Et puis finalement, aujourd'hui, on se définirait comme un ensemble de musiciens créatifs, un ensemble expérimental de musiciens créatifs. Voilà. On a laissé tomber cette histoire d'un ensemble d'excellence qui se recrute sur concours. Quelqu'un qui entre dans notre galaxie, disons, ou dans notre milieu, c'est plutôt comme dans l'auberge espagnole, quelqu'un qui nous apporte une expérience, une pratique expérimentale, une aventure intellectuelle, qui a des habilités, des talents de composition, d'improvisation, ou un rapport à l'électronique. Bon, voilà, quelque chose comme ça. Et puis on fait une petite bande de musique expérimentale. Je pense que c'est ça le devenir de ce qu'on appelait jadis musique contemporaine, qui n'est pas intégralement inscrite dans l'héritage de la musique écrite. Je pense qu'il y a une erreur fondamentale... même une sorte de bêtise, je ne sais pas comment exprimer ça, une bêtise bourgeoise, un peu à la Bouvard et Pécuchet, à vouloir absolument reproduire toute la gloire, l'atmosphère et de la musique écrite de concert, comme s'il ne s'était rien passé dans les années 60. Or, dans les années 60, il s'est passé un clash très fécond entre l'héritage de la grande musique afro-américaine, du free jazz, du rock expérimental, de la musique électronique et de la musique contemporaine de Darmstadt à l'IRCAM, qui compte beaucoup pour moi, mais qui ne compte que dans la mesure où elle est capable d'intégrer les autres héritages du moment expérimental de ces années, des années rouges. Quand vous parlez de clash, vous parlez d'opposition ou au contraire de rencontre? Oui, j'aurais pas dû dire clash, ou une rencontre, oui, plutôt une rencontre, oui. Alors, je vous propose de poursuivre en écoutant Trial Prison, extrait d'Ancient on the Beach de Philippe Glass, Suzanne Vega, le Collegium Vocal et l'ensemble Ictus en sont les interprètes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. I was in this prematurely air-conditioned supermarket, and there were all these aisles, and there were all these bathing caps that you could buy, which had these kind of 4th of July plumes on them, and they were red and yellow and blue. I wasn't tempted to buy one, but I was reminded of the fact that I had been avoiding the beach. I was in a prematurely air-conditioned supermarket, and there were all these aisles, and there were all these bathing caps that you could buy, which had these kind of 4th of July plumes on them. And they were red, yellow, blue. I wasn't tempted to buy them, but I was reminded of the fact that I had been avoiding the beach. I was in this prematurely air-conditioned supermarket, and there were all these aisles, and there were all these bathing caps that you could buy, which had these kind of 4th of July plumes on them, and they were red and yellow and blue. I wasn't tempted to buy one, but I was reminded of the fact
that I had been avoiding the beach. I was in this prematurely air-conditioned supermarket, and there were all these aisles, and there were all these bathing caps that you could buy, which had these kind of 4th of July plumes on them. And they were red and yellow and blue. I wasn't tempted to buy one, but I was reminded of the fact that I had been avoiding the beach. I was in this prematurely air-conditioned supermarket, and there were all these aisles, and there were all these bathing caps that you could buy, which had these kind of 4th of July plumes on them. They were red, yellow, blue. I wasn't tempted to buy one, but I was reminded of the fact I had been avoiding the beach. I was in this prematurely air-conditioned supermarket, and there were all these aisles, and there were all these bathing caps that you could buy, which had these kind of 4th of July plumes on them. And they were red, yellow, blue. I wasn't tempted to buy one, but I was reminded of the fact that I had been avoiding the beach. I was in this prematurely air-conditioned supermarket, and there were all these aisles, and there were all these bathing caps that you could buy, which had these kind of 4th of July plumes on them. And they were red, and yellow, and blue. I wasn't tempted to buy one, but I was reminded of the fact that I had been avoiding the beach. I was in this prematurely air-conditioned supermarket, and there were all these aisles, and there were all these bathing caps that you could buy, which had these kind of 4th of July plumes on them. And they were red, yellow, blue. I wasn't tempted to buy one, but I was reminded of the fact that I had been avoiding the beach. I was in this prematurely air-conditioned supermarket, and there were all these aisles, and all these bathing caps that you could buy, which had these kind of 4th of July plumes on them. And they were red, and yellow, and blue. I wasn't tempted to buy one. I was reminded of the fact I had been avoiding the beach. I was in this prematurely air-conditioned supermarket, and there were all these aisles, and there were all these bathing caps that you could buy, which had these kind of 4th of July plumes on them. And they were red, yellow, blue, red, yellow, blue, red, yellow, blue, red, yellow, blue, red, yellow, blue. I wasn't tempted to buy one. I was reminded of the fact I had been avoiding the beach. I was in this prematurely air-conditioned supermarket. There were all these aisles, all these aisles, all these aisles, and all these bathing caps that you could buy. And these kind of 4th of July. Trial Prison, extrait d'Enchain on the Beach de Philip Glass, Suzanne Vega, le Collegium Vocal, Ghent et l'ensemble Ictus en étaient les interprètes. Alors dites-nous, Jean-Luc, comment vous êtes-vous décidé à attaquer Einstein on the Beach, à vous attaquer à Non, c'est attaqué, hein, vraiment, oui. C'est attaqué, parce que c'est une œuvre immense qui, pour moi, était aussi un de ces chocs de l'adolescence. Je crois que j'ai écouté ça à 18 ans, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose d'inouï, comme une scène de rêve qui s'ouvre. Je pense que ceux qui l'ont entendu un jour aussi, comme ça, à l'improviste, se souviennent. Il y a ces gammes. C'est vraiment l'essence même du style minimaliste, c'est-à-dire... c'est pas que c'est un objet expressif, c'est au contraire un objet inexpressif et pauvre, comme si Einstein faisait ses gammes dans la pièce d'à côté, qui sont pourtant redoutablement harmonisées. Il y a ce chœur qui semble être un chœur comme vu dans une scène de rêve, qui ne dit que le nom des notes ou des chiffres. 1, 2, 3, 4. Bon, là, ce sont des souvenirs impérissables. Et puis alors, il y a cette espèce de nouvelle gestion du temps musical, un temps complètement dilaté, complètement en extension, qu'on pourrait appeler le temps de la transe, qui est en même temps un temps totalement imprévisible. C'est quelque chose que j'aime souligner lorsqu'on dit que les musiciens de la musique minimaliste, comme Glass ou Reich, les musiciens de ce mouvement, ont anticipé la techno. C'est pas tout à fait vrai. Parce que dans la techno, qui est un art que je respecte par ailleurs, c'est une trance basée vraiment sur la répétition et la prévisibilité du retour du même. Hein. Tandis que chez Glass, il y a une technique très particulière qui fait que, en réalité, tout est tout le temps différent. Tout est tout le temps à peu près le même, mais il a une technique de composition
et qui fait qu'on est incapable d'anticiper ce qui va arriver. Hein. Les répétitions sont toujours très légèrement différentes. C'est quelque chose qu'il avait appris lors de ses études à Paris, parce que Glass, figurez-vous, a appris à étudier à Paris avec Nadia Boulanger. Mademoiselle, donc ceux qui connaissent pas le nom peuvent aller voir sur Wikipédia. De qui a-t-elle été le prof? C'est absolument hallucinant, depuis Leonard Bernstein jusque, je sais pas, Quincy Jones, oui. Voilà, en passant par Philippe Glass et puis par toute la série Michel Legrand. Des néoclassiques. Michel Legrand, absolument étudié chez Boulanger. Et là, pendant ses études avec Boulanger, où il travaille comme un bon élève, Bach et Mozart, je crois, essentiellement Bach et Mozart, il fait la rencontre avec Ravi Shankar, qui lui demande de mettre en partition une de ses improvisations, quelque chose comme ça. Et là, il a une véritable... Il a un satori, enfin, il a une illumination, une épiphanie, et dont il parle très bien. C'est une très belle phrase. Il dit « Lorsque j'ai enlevé les barres de mesure, j'ai vu le flux du temps. » The flow of time. Il dit quelque chose comme ça. Et il comprend à ce moment-là qu'il s'agit d'une musique qui fonctionne par des toutes petites unités. On pourrait parler de musique moléculaire, presque. Donc je vous donne un exemple. Si vous dites A, B, A, B, A, B, et puis vous accumulez les B, A, B, B, A, B, B, A, B, B, A, B, 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 A, B, 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 et puis vous accumulez les A. C'est là la surprise. A, A, B, 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 A, A, B, B, B. Voilà, là on est vraiment dans ce que c'est la musique, le style accumulatif de Philip Glass, où donc des petites molécules comme ça se développent organiquement, tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt par le milieu. Et ça donne cette musique qui est à la fois extrêmement répétitive et totalement imprévisible. Voilà. Alors j'étais très surpris que vous ayez réussi à collaborer avec le Collegium Vocal Gand, qu'on n'imagine pas dans ce répertoire, qui est donc un ensemble vocal d'excellence. Voilà. Comment s'est fait cette collaboration? Alors, voilà, c'est ça. On en parlait tout à l'heure, mais le monde classique a changé, n'arrête pas de changer. Vous imaginez pas ce que c'est, en fait, le Collegium Vocal. D'abord, c'est un ensemble où chacun a c'est un pool de musiciennes et de musiciens, où chacun a une certaine liberté dans ses choix. Et là, on travaille avec Susan Vega, bon, une star de la pop folk. Vous nous direz comment s'est fait votre rencontre avec elle? On vous dira après, oui. Je vous dirai après. Et puis avec Ictus, un ensemble de musique contemporaine. Donc c'était sur base de volontariat. Ce sont seulement des musiciennes et des musiciens qui voulaient faire ça et qui toutes et tous ont un petit home studio, font de la pop, connaissent très bien le répertoire pop. Vous voyez, ce ne sont pas spécialement des chanteuses en robe noire, quoi. Ce sont des gens qui ont une pratique vocale au sens très large. Et on s'est vraiment marré avec eux. C'était une rencontre délicieuse. Par contre, il restait quelque chose de leur pratique baroque, de tout ce qu'ils avaient appris avec Ehrweg, qui nous a beaucoup plu et qui a beaucoup plu à l'ingénieur du son, Raphaël Hénard, qui a travaillé avec nous au mixage de ce disque, c'est qu'on avait une certaine couleur, la couleur renouveau baroque, qui de mon point de vue tranche de manière tout à fait passionnante. C'est pas à moi d'en juger, mais enfin, si quand même, je voudrais le dire, qui tranche de manière passionnante avec les disques préalablement enregistrés de Ancient on the Beach, qui touche qui essaie de toucher un autre nerf, qui est celui que je pourrais dire un air néoclassique, quoi. Un air néoclassique avec des chœurs au grand vibrato qui sont mis dans des réverbes extrêmement longues. Et ça crée cet effet, c'est assez intéressant du reste, hein, ça crée cet effet onirique, un peu de pompe néoclassique, dont je ne peux pas m'empêcher de penser que pour Glass et Wilson, elle touchait à l'ironie. Il y a quelque chose de l'ordre du pastiche, d'avoir ce chœur qui annonce 3 accords en disant 1, 2, 3, 4, 5, un peu comme un souvenir de Monteverdi ou quelque chose comme ça. Mais c'est une tonalité désactivée, si vous voulez, comme une réminiscence qu'on fait en rêve. Et donc la pompe néoclassique de Philip Glass est ici, par la pratique avec le Collegium Vocale et le mixage de Raphaël Hénard, qui est ici ramené à quelque chose de beaucoup plus pudique, beaucoup plus réservé. Et c'est la couleur générale de notre disque. Mais très musical, extrêmement musical. On a cherché quelque chose, au fond, ce qu'on a cherché... d'abord, c'est un disque live. C'est la première chose que j'aurais dû vous dire. C'était enregistré en fin de tournée en 2022, dans la très belle salle de la Elbphilharmonie de Hambourg, qui est une salle magnifique. Et que je dois dire, vous avez déplié le tapis rouge avec enregistrement vidéo, enregistrement multipiste. C'est une salle assez extraordinaire, pour laquelle d'ailleurs le
le streaming compte autant que le concert lui-même. Hein, tous les concerts qui sont donnés à la Philharmonie de Hambourg sont laissés en ligne pendant une année. On a eu 100 000 vues pour le coup, après avoir eu 1000 spectateurs à la Philharmonie. Et ce qui comptait, c'était le streaming finalement. C'était en fin de tournée, on était crevés, et puis s'est passé ce truc qui arrive parfois quand on est crevé, c'est solidarité de tout le monde, un jeu particulièrement concentré, et un gros high five à la fin du concert, yes! On l'a eu. Donc on s'est dit qu'on en faisait un disque. Ben, c'est un disque live qui témoigne d'un moment de concert, d'un moment concertant. Parce que jamais nous n'avons fait de mise en scène d'Einstein de Beach, on n'a pas du tout essayé de rivaliser avec la mise en scène de Bob Wilson qui est sublime. Et tout de suite, on s'est dit, non, on rivalise pas avec ça. Enfin bon, c'est trop tôt, peut-être plus tard. Susan Kennedy l'a fait récemment, elle a fait une très belle version, tout à fait différente, mais bon, nous, on n'avait pas osé. On a fait la version de concert en pariant que c'est intéressant, que c'est suffisamment intéressant, maintenant que l'œuvre est entrée dans le répertoire, que ce type de musicalité est entré dans notre lymphe et dans notre sang, et qu'on peut goûter cette musique en concert. Et bingo, c'était le cas. On faisait des versions de 3 heures jouées en se disant que ce qui est intéressant, c'est de voir les musiciens au travail, en fait. Le chœur au travail, les instrumentistes qui se battent avec cette virtuosité insensée, et puis tous les musiciens hyper concentrés qui se battent avec cette partition folle, où il s'agit toujours de compter, en fait. Hein. Il faut faire la mesure 1 12 fois, puis la mesure 2 24 fois, puis reprendre la mesure 1 le tout 3 fois, etc. Ce qui fait qu'on avait mis 2 chefs d'orchestre sur le plateau aussi. Je ne sais pas si vous avez vu les photos. Plutôt un chef d'orchestre qui s'occupait du tempo, du beat et de la musicalité d'ensemble. Et puis un autre chef d'orchestre, notre flûtiste Michael Schmidt, qui s'occupait de nous aider à compter et qui donnait des signaux pour dire reprendre au début, attention, mesure suivante. Et comme ça, c'est un challenge, c'est un défi pendant 3 heures. On sort un peu exténué, mais qui est super amusant à jouer et je crois intéressant. Du coup, donc, c'est une version live, et ce qu'on a favorisé dans le mixage du disque et dans ce disque, c'est de donner à entendre la joie des interprètes, ce plaisir un peu, cette bravoure de la virtuosité. Virtuosité, c'est la virtus, hein, c'est la vieille virtus romaine, c'est-à-dire la bravoure, le fait d'affronter le danger, de crâner face au danger, quoi. Et moi, j'aime bien la virtuosité, et le disque témoigne de ce moment de virtuosité. Mais en réalité, il va moins vite que les versions de Michael Riesman avec le Philip Glass Ensemble, les 2 versions qui précèdent. Donc la version 1979, qui est la toute première, que je trouve géniale, avec les vieux orgues Farfisa désaccordés de Philip Glass, mais le chœur qui va à une vitesse insolente, quoi. À mon avis, j'en sais rien, mais je pense que c'est retravaillé au mix, ils ont peut accélérer la bande ou quelque chose comme ça. Donc, il donne une couleur passionnante, androïde, hein, couleur de science-fiction, presque une critique préliminaire du transhumanisme à venir, quelque chose comme ça, et qu'il rejoue dans la version de 1983, mais cette fois-ci avec des synthés FM un peu, il y a une couleur, là, cette version-là je ne l'aime pas beaucoup, elle a une couleur un peu power pop, comme ça. Alors, revenons à votre version. Dites-nous un mot sur votre rencontre avec Suzanne Vega. Suzanne Vega, alors c'était une idée de Bert Screurs, qui était à l'époque le manager du Collegium Vocale, parce qu'on cherchait, ce qu'on voulait, c'était un bel accent new-yorkais. Un accent cool new-yorkais avec un certain détachement. Bon, parce que les textes de Wilson, les textes qu'utilise Wilson, qui sont pour la plupart écrits par un artiste autiste dont Wilson avait la charge à l'époque, parce qu'il était éducateur hein, dans des centres, début de sa carrière, Wilson, et Christopher Knowles était un de ses protégés, qui est un artiste visuel, qui faisait des œuvres un peu d'art brut avec des magicolores comme ça, et aussi poète, qui écrit des très beaux poèmes surréalistes et répétitifs. Quelque chose entre le surréalisme et Gertrude Stein, quelque chose comme ça. Et ces textes ne sont pas obligatoires, parce qu'Einstein on the Beach, en réalité, n'est pas un opéra au sens classique. On peut même dire qu'il s'inscrit dans la grande tradition des anti-opéras, enfin dans la courte et grande tradition des anti-opéras, comme a pu faire Luciano Berio, le premier Ligeti avec Aventure. Einstein on the Beach, c'est un opéra qui refuse le jeu de l'opéra.
Il n'y a pas de narration, il n'y a pas de grand air de soprano, il n'y a pas de conversation en mélodie. Il y a simplement une rencontre du texte. Bon, c'est l'œuvre d'art totale à la Wagner, quelque part. La Wagner, hein, c'est la rencontre du texte, de la musique, de la lumière, de la danse, de la scénographie, etc. Alors, Suzanne Vega. Et donc Bert Skroes, qui était manager du Collegium Vocale, décide tout simplement d'appeler Suzanne Vega pour la beauté de son accent et sa capacité à lire des poèmes. Parce qu'on était googlisé, aujourd'hui tout le monde googlise. Et sur YouTube, on trouve Suzanne Vega en 1981, je crois, dans un congrès de poésie, très belle, avec ses lunettes, assumant son âge et lisant des poèmes. On se dit, on la veut, celle-là, on la veut, on l'aura. Et après, les choses sont très simples, vous savez. On écrit à l'artiste, elle dit « Ah oui, ça m'intéresse », et puis voilà. C'est une artiste extrêmement humble. C'est un plaisir immense de travailler avec elle, toujours observant, traînant autour de nous en répétition, prenant des notes, et puis lisant son texte au moment opportun, avec une sensibilité extrême. Je vous propose donc de poursuivre en écoutant Spaceship, extrait d'El Chain on the Beach de Philippe Glass. Le Collegium Vocale Cant et l'ensemble Ictus en sont les interprètes.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. Spaceship, extrait d'Einstein on the Beach de Philippe Glass, le Collegium Vocal Gand et l'ensemble Ictus en étaient les interprètes. Alors Jean-Luc, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité la possibilité de faire découvrir à nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire entendre ? Alors là, je vous ai apporté le travail de nos amis. Il faut toujours repousser un peu ses amis. Et là, il s'agit de l'ensemble Urini. C'est un ensemble, un jeune ensemble français de musique ancienne vocale. En gros, on peut dire c'est 6 chanteuses, qui a cette couleur particulière, parce que la chef d'orchestre Lila Josie choisit plutôt des voix de femmes basses, alto, contralto ou soprano basse, quoi. Et ils font des très beaux programmes. On en a fait un avec elle. Une sorte de rencontre de musique indienne et de musique ancienne, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Là, il s'agit d'un disque sans nous, sans Ictus, un disque thématique d'Irini qui s'appelle Printemps sacré, où Lila Josie a l'idée de mettre en contact la musique de Henrik Isaac, compositeur de la polyphonie franco-flamande au début du XVIe siècle, avec la musique liturgique géorgienne. Voilà, c'est ça que je vous ai amené, c'est le premier morceau de musique liturgique géorgienne sur ce disque, qui est vraiment quelque chose de tout à fait spécial, dans la mesure où la musique géorgienne de ce temps, la musique liturgique du XVIe géorgienne, ne ressemble à rien d'autre de connu dans le monde. Il ne s'agit pas d'improvisation vocalisante sur des bourdons, il ne s'agit pas d'une polyphonie construite, il s'agit d'une écriture à 3 voix, très harmonique, très verticale et tout à fait homorythmique. Homorythmique, pour ceux qui ne pratiquent pas la musique, ça veut dire que sur chaque syllabe, les voix changent de note au même moment. Ça veut dire au fond que chaque note est un accord différent. Voilà. Et ces accords sont extrêmement étranges, sonnent à mon oreille comme quelque chose de futuriste, une sorte de futurisme qui nous viendrait du passé, dans la mesure où les Géorgiens pensent les gammes dans le sens inverse à nous, en partant de la note la plus aiguë. Une gamme se déploie de la note la plus aiguë à la gamme la plus basse. Et donc ce qu'on appellerait nous la note de basse, la note de tonique qui donne la couleur caractéristique d'un accord, c'est la note la plus haute et non pas la note la plus basse. Donc la dictature de la basse, si je puis dire, est suspendue dans la musique géorgienne. Alors je ne sais pas pourquoi, là chaque musique a son mystère, mais il fait que cette inversion harmonique dans l'espace donne une étrange impression de temps inversé. J'ai l'impression d'entendre un peu la messe de Stravinsky ou quelque chose, ou une bande à l'envers, où les cadences harmoniques semblent naître au début de la phrase et puis fondre à la fin de la phrase. Voilà, c'est quelque chose une expérience particulièrement bouleversante que d'écouter cette musique, qui garde son mystère, qui est comme un idiome que nous ne connaissons pas, que nous ne pourrons pas apprendre, mais qui garde sa part d'universalité, c'est partageable, l'émotion est là et d'une certaine manière on la comprend. Alors je vous propose de l'écouter maintenant.
d'écouter Shenkar Venaki, un extrait de l'album Printemps sacré, Vivre, mourir, renaître de l'ensemble Irini. Alors avant de nous quitter, quels sont vos prochains concerts en Belgique ? Alors ceux qui veulent entendre Rictus à Bruxelles, on sera 2 fois à Bruxelles à la fin du mois d'octobre. Le 25 octobre au Botanique dans le cadre des Nuits Weekender avec la dramaturge et scénographe Aïda Gabriels. Et puis le 29 octobre, nous invitons les spectateurs chez nous, c'est-à-dire chez Rosas, avenue Van Volksem, pour un concert dans la série Ictus Invites. Alors, merci beaucoup Jean-Luc d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à Clément Villansen d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 15h, les vendredis à 13h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.